Nouvelles informations sur le mystère à bord d'un navire de croisière Carnival. Pour la première fois, nous découvrons le certificat de décès d'Anna Kepner, 18 ans. Nous allons étudier les informations que ce document pourrait révéler. Les grands-parents évoquent la vidéo de surveillance des dernières heures de la pom-pom girl universitaire, tandis que sa famille accuse son demi-frère de 16 ans d'être suspecté de sa mort. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Il y a des versions contradictoires concernant la relation entre Anna Kepner et son demi-frère. Un garçon dont la famille affirme qu'il est suspecté dans sa mort. La mort de Kepner est désormais considérée comme un homicide, selon American Broadcasting Company News. Ce média a rapporté que sa famille leur a dit qu'elle est morte à cause d'une prise d'étranglement. Quelqu'un lui aurait mis le bras autour du cou, l'étranglant jusqu'à la mort. Désormais, cette personne, selon sa propre famille, pourrait être son demi-frère de 16 ans. Ce garçon est le fils biologique de la belle-mère d'Anna, qui s'appelle Chantel Hudson, maintenant Chantel Kepner, car elle est mariée au père biologique d'Anna. Les grands-parents d'Anna racontent qu'ils étaient 9 membres de la famille lors de la croisière sur le navire Horizon. Un paquebot de 4000 passagers parti de Miami pour 6 jours avec plusieurs escales dans les Caraïbes. Ses grands-parents ont dit que cette croisière était censée devenir une nouvelle tradition pour cette famille recomposée réunie par le père d'Anna et sa belle-mère. L'un des enfants de la belle-mère est un garçon de 16 ans. C'est un mineur dont nous ne donnons pas son nom. Et s'il est un jour inculpé dans cette affaire, s'il est un jour jugé comme un adulte, cela pourrait changer. Je vais expliquer dans un instant comment tout cela pourrait arriver et à quel point ce serait probable s'il y avait des accusations portées dans cette affaire. Lorsque j'enregistre ceci, aucune accusation n'a été portée. Quelle est la probabilité qu'un mineur inculpé soit jugé comme adulte? Maintenant, juste un rappel alors que nous entrons dans les détails rapportés de cette histoire. Le FBI n'a vraiment rien dit publiquement, à part confirmer qu'ils enquêtent sur un décès à bord du navire de croisière. Voici les nouvelles informations dont nous avons. Vous semblez consulter le certificat de décès d'Anna Kepner. Ce document a été obtenu par Fox News. Il n'indique pas la cause de son décès, mais précise que son corps a été incinéré. Le service commémoratif s'est tenu la semaine dernière à Titusville, en Floride, à l'est d'Orlando, où Anna Kepner a grandi. On pense désormais que le demi-frère d'Anna, 16 ans, est suspect, car l'avocat de ses parents a révélé cette information. L'aîné, qui a environ 16 ans, est suspecté dans la mort de la belle-fille, une fille de 18 ans qui se trouvait dans la même pièce. Ceci est un extrait d'une audience de garde en Floride, impliquant la belle-mère de Kepner et son ex-mari. Cette audience entre ce conflit de garde qui dure depuis 1 an n'est pas lié à la mort d'Anna Kepner. Mais des informations liées à sa mort ont émergé de cette audience. L'avocat de l'ex-mari de la belle-mère a déclaré qu'on lui avait dit que l'adolescent de 16 ans était suspect dans l'affaire Kepner. Lors de leur interview avec American Broadcasting Company News, les grands-parents d'Anna Kepner ont révélé pour la première fois ce que l'adolescent de 16 ans leur aurait dit après la découverte du corps d'Anna sur le navire. Maintenant, en ce qui concerne le déroulement des derniers jours de la vie d'Anna, selon les membres de la famille, cela s'est passé à peu près comme ceci. Le 6 novembre, qui est à l'un des derniers jours où cette croisière était encore en mer, Anna ne se sentait pas bien, ont déclaré ses grands-parents. Elle avait apparemment un appareil dentaire, cela la gênait, alors elle est allée se coucher tôt. Cela nous amène maintenant au 7 novembre. Le lendemain, les Kepner prennent le petit déjeuner ensemble, sauf Anna qui est absente. Son grand-père a dit qu'il était justement en train de prendre des cartons de bingo. Et c'est à ce moment-là qu'il a entendu une annonce d'urgence médicale diffusée par haut-parleur. Ils ont donné le numéro de la chambre et il a senti son cœur se serrer en le reconnaissant. Vers 11 h du matin, ce jour-là, le Daily Mail rapporte qu'une femme de ménage est entrée dans la cabine d'Anna. Et c'est à ce moment-là que la découverte horrifiante a été faite. Le corps d'Anna aurait été retrouvé enveloppé dans une couverture, recouvert de gilets de sauvetage et caché sous un lit. American Broadcasting Company News a rapporté qu'elle a été étranglée, un bras sur son cou l'aurait tuée. D'après American Broadcasting Company News, aucune preuve d'agression sexuelle ni de traces de drogue ou d'alcool n'a été trouvée. Le navire est revenu à Miami le 8 novembre. Le corps de Kepner a été débarqué puis transporté au bureau du médecin légiste du comté de Miami-Dade. Voici une vidéo montrant son corps en train d'être débarqué du navire. Elle a été filmée par le journaliste de WSVN-TV Sheldon Fox. D'après ce certificat de décès, selon Fox News, la date de décès de Kepner
est indiqué comme étant le 7 novembre. Il existe un autre certificat de décès que American Broadcasting Company News affirme avoir obtenu d'un membre de la famille d'Anna Kepner qui indique la date de la blessure au 6 novembre. Les enquêteurs n'ont toujours pas donné de chronologie publique sur la mort d'Anna Kepner. La relation entre Anna Kepner et son demi-frère suscite désormais des débats. Le père de son ex a confié à Inside Edition que le demi-frère était, je cite, obsédé par Anna Kepner, qu'elle avait peur de lui. Je cite, parce qu'il portait toujours un grand couteau sur lui. Il a aussi dit que son fils avait vu le demi-frère entrer dans la chambre de Kepner lors d'un appel FaceTime alors qu'elle dormait et monter sur elle. Et il a aussi dit, je cite, il est comme obsédé, attiré par elle à la folie. Il a toujours voulu sortir avec elle. Le père a déclaré tout cela à Inside Edition Now. L'ex-petite amie a aussi confié à ce média qu'Anna craignait tant son demi-frère qu'elle dormait chez des amis pour s'en éloigner. Ce récit est préoccupant, mais il est très différent de la façon dont les grands-parents d'Anna ont décrit sa relation avec son demi-frère de 16 ans. Les grands-parents ont déclaré à American Broadcasting Company News qu'Anna et son demi-frère avaient une véritable relation de frère et sœur, que tout se passait très bien entre eux. En fait, ils les ont décrits comme deux inséparables. Pendant la croisière, Anna partageait une chambre avec ce demi-frère. Selon l'ex-petite amie d'Anna à Inside Edition, son frère biologique, également présent sur la croisière, a tenté d'entrer dans leur cabine, mais elle était verrouillée. Le frère d'Anna dit qu'Anna et le demi-frère étaient à l'intérieur de cette chambre quand elle était verrouillée. Selon Inside Edition, il entendait des cris dont le demi-frère disant « Ferme-la, car il affirme avoir entendu des coups dans cette chambre. Les grands-parents ont déclaré à American Broadcasting Company News que, selon les enquêteurs, seul le demi-frère a été vu entrant dans la cabine où Anna a été retrouvée morte. Les grands-parents d'Anna déclarent que chaque membre de la famille a été interrogé après la découverte du corps de la fillette. Le beau-fils aurait déclaré qu'il ne se souvient pas des détails de ce qui s'est passé à l'intérieur de la chambre. Et, selon American Broadcasting Company, le jeune homme de 16 ans a déclaré, je cite, « Dans ses propres mots, il dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. » C'est selon la grand-mère d'Anna. Elle a déclaré à American Broadcasting Company News qu'elle croit réellement le garçon. Point final. Elle dit aussi que le garçon a été hospitalisé pour une évaluation psychiatrique une fois que le navire est revenu au port. Le 1er décembre à 9 h, c'est... Ah, Je peux parler? Elle voit le psychiatre en décembre. Sam, attends, je veux que tu parles d'abord avec ton avocate avant de t'exprimer. Parce que si elle approuve que pour moi c'est bon, mais consulte-la avant. Maintenant, un autre moment de cette audience de garde distincte concernant la belle-mère d'Anna, c'est lorsqu'elle a parlé du fait que le garçon recevait un traitement en santé mentale. Qu'il avait un rendez-vous chez le psychiatre prévu au calendrier. À ce jour, on ignore si des inculpations ont été prononcées concernant la mort de Kepner. Le FBI reste discret. Nous n'avons pas pu confirmer les détails rapportés dans les médias concernant la mort d'Anna, parce que le FBI a seulement confirmé enquêter sur l'affaire. Et pour être clair, nous ne donnons pas le nom de ce garçon de 16 ans, le demi-frère d'Anna Kepner, parce qu'il est mineur. Nous ne vous montrons pas non plus sa photo, mais s'il est inculpé que son nom devient public et qu'il est jugé comme adulte, cela pourrait tout changer et nous permettre d'en savoir plus sur lui. Nous avons contacté Carnival Cruise Lines pour obtenir une déclaration. Ils n'ont pas dit grand-chose non plus. À part dire, je cite, « Le FBI enquête sur le décès d'un passager du Carnival Horizon revenu au port de Miami le samedi 8 novembre. Puisqu'il s'agit d'une affaire en cours relevant des forces de l'ordre, le Bureau des affaires publiques du FBI à Miami doit fournir plus de détails. Nous donnons la priorité au soutien de la famille de notre passager. » L'affaire de garde concernant la belle-mère d'Anna Kepner sera réexaminée au tribunal le 5 décembre. Le père biologique d'Anna pourrait témoigner à cette audience. La belle-mère d'Anna a dit qu'elle pourrait invoquer son droit au 5e amendement si on lui demandait de témoigner. Son avocat a déclaré lors d'une audience précédente qu'elle a été blanchie de tout acte répréhensible. Le FBI n'a rien dit à ce sujet. Voici Dave Ehrenberg, ex-procureur de l'État du comté de Palm Beach, Floride. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime, surtout pour une affaire qui se déroule pas très loin de là où vous êtes à Miami. Pour beaucoup de gens, je pense, quand on voit les informations qui proviennent de la famille, la cause de sa mort, même, vous savez, l'avocat du père du demi-frère qui dit qu'il est suspect dans cette affaire. L'une des questions, et je me la pose aussi, c'est pourquoi le FBI met-il autant de temps, apparemment, à inculper quelqu'un en lien avec la mort d'Anna Kepner? Chris, ravi d'être avec toi. Ce gamin ne va nulle part.
Et donc, le FBI se rend compte qu'il n'y a pas d'urgence extrême parce que le délai de prescription n'expire pas. Il ne prend pas l'avion pour quitter le pays et s'échapper. Ils savent où il est, ils le surveillent et ils veulent s'assurer d'avoir un dossier solide. L'essentiel est de bien faire, pas de faire vite. Dès l'arrestation, le compte à rebours du procès rapide démarre. Donc, il rassemble toutes les preuves, même si elle désigne clairement une seule personne ici. Commettre un crime sur un paquebot de croisière, c'est vraiment stupide. Parce qu'un paquebot de croisière est peut-être l'un des pires endroits, parce qu'il y a des milliers de témoins potentiels sur ce navire. Tu es dans un espace confiné, surveillé par caméra. Tes cartes d'accès révèlent tes déplacements. Donc, je pense que cette affaire va aboutir à une arrestation, même si je ne peux pas dire exactement quand. Même les grands-parents ont déclaré à American Broadcasting Company News que la vidéo de surveillance montre seulement une autre personne entrant dans la cabine, le demi-frère de 16 ans d'Anna Kepner. Aussi nombreuses car soit bon soit les caméras sur un navire de croisière Carnival, il n'y a pas de caméra dans la cabine, toi. Hein. Donc nous ne savons pas ce qui s'est passé à l'intérieur et qui a potentiellement conduit à sa mort. Cependant, selon American Broadcasting Company, elle est morte par strangulation. Quel type de preuves faut-il en tant que procureur lorsqu'on reconstitue l'histoire de ce qui s'est passé dans cette chambre et dont on aurait besoin pour procéder à une arrestation? Il n'est pas obligatoire d'avoir un mobile pour arrêter quelqu'un, même si les jurés souhaitent toujours en connaître la raison. Les moyens, le mobile et l'opportunité sont tous importants. Pour un procureur, il suffit d'avoir la preuve que cette personne l'a fait. Contrairement à la police qui n'a besoin que d'un motif raisonnable pour arrêter, l'exigence est très faible. Les procureurs ont la responsabilité de n'engager des poursuites que lorsqu'ils ont la conviction de bonne foi qu'ils peuvent obtenir une condamnation au-delà de tout doute raisonnable. On parle d'une exigence bien plus élevée, c'est pourquoi je pense que vous n'avez pas encore vu d'arrestation. Ils veulent juste s'assurer d'avoir les cartes d'accès. Ils veulent confirmer que c'était bien lui qui entrait tard dans la chambre. Une vidéo de surveillance existe. Ils cherchent des témoins, ils allaient chercher de l'acide désoxyribonucléique et des empreintes digitales sur le corps. Ils vont tout examiner. Aussi, je pense qu'ils veulent connaître la cause du décès. Il y a eu des rapports selon lesquels le médecin légiste a bien conclu à un homicide. Et en ce qui concerne la manière de la mort par asphyxie, c'est aussi très important pour les procureurs. Ils veulent être certains qu'il s'agit bien d'un homicide, pas d'un suicide ni d'un accident, et ils aimeraient aussi connaître la manière dont la mort est survenue. Donc cela ne peut désigner que la personne qui se trouvait dans la pièce avec la victime à ce moment-là, et apparemment, il n'y avait qu'une seule personne. J'ai vu qu'il y avait un rapport qui est sorti sur Fox News. Un rapport indiquait que son corps avait été incinéré après avoir été confié à la maison funéraire de Titusville en Floride. Ils ont organisé une cérémonie commémorative la semaine dernière. Sur le plan des preuves, est-ce que cela représente? Je sais que la question est un peu morbide. Mais maintenant que le corps, selon ce rapport, n'existe plus, est-ce que cela pose un problème pour les procureurs pour résoudre cette affaire? Eh bien, ce n'est pas idéal, mais tant que le médecin légiste a pu faire un examen complet avant que le corps ne soit incinéré, ça va. Les procureurs peuvent utiliser cette preuve. Maintenant, là où cela pourrait entrer en jeu, c'est que la défense pourrait en profiter et dire on ne nous a pas donné accès au corps et il a été incinéré par la belle-mère, mais ici nous représentons le fils. Et il pourrait essayer de nous faire réfléchir à cela. Mais je pense que puisque le médecin légiste a fait son examen complet, cela arrive souvent que les corps soient incinérés. Les avocats de la défense peuvent tenter d'en faire un argument, mais ce n'est pas, selon moi, leur meilleur. Idéalement, tout le monde aurait accès au corps pour pouvoir faire ses propres analyses. Mais ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, ce genre de choses arrive. Pour ce demi-frère de 16 ans d'Anna Kepner, sa propre famille a déclaré qu'il était suspecté dans sa mort. Et puis, vous avez les grands-parents qui expliquent qu'il était le seul à être entré dans la chambre où Anna Kepner a finalement été retrouvée morte. Il a 16 ans. S'il est inculpé en lien avec sa mort, quelle que soit l'accusation, quelle est la probabilité qu'il soit jugé comme un adulte? Il est très probable que la décision, puisque c'est un tribunal fédéral, revienne au procureur de proposer que ce soit un tribunal pour adultes et non pour mineurs, puis c'est au juge de l'approuver. Les procureurs ont davantage de pouvoirs discrétionnaires dans les tribunaux d'État.
Dans une affaire d'État, le procureur dirait « D'accord, nous amenons cela devant un tribunal pour adultes. » Le juge a moins de latitude, alors qu'au tribunal fédéral, il en a plus. Mais dans une affaire comme celle-ci, où le prévenu potentiel a 16 ans et qu'il s'agit d'un meurtre, ce sera presque certainement jugé devant un tribunal pour adultes, parce que sinon, le système pour mineurs ne garde sa compétence que jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, vous pourriez le poursuivre et il pourrait être incarcéré dans un centre pour mineurs jusqu'à 21 ans, puis il serait libéré. Ce n'est idéal dans aucune circonstance. Donc, il sera très probablement poursuivi devant un tribunal pour adultes. Il peut recevoir des sanctions de mineurs et d'adultes. Mais le tribunal pour adultes est très différent du tribunal pour mineurs. Le tribunal pour adultes vise la punition, celui pour mineurs, la réinsertion. Et s'il a 16 ans, à quoi ressemble le calendrier? C'est qu'il y a une possibilité que s'il était, vous savez, et on n'en est même pas encore au point où il a été inculpé, et si cela arrive, mais disons simplement qu'un adolescent de 16 ans est inculpé d'un crime très grave en lien avec un décès, à quoi ressemble le calendrier dans un système fédéral devant un tribunal fédéral pour arriver au procès? Est-il possible qu'il ait 18 ans lors du procès? Est-ce que cela entre en compte dans la décision de savoir si quelqu'un peut être jugé devant un tribunal pour adultes? Eh bien, l'âge compte, dans la mesure où s'il avait 12, 13 ou 14 ans, ce serait différent pour les procureurs et pour le juge. Mais parce qu'il a 16 ans et que ce crime est aussi grave que possible, oui, c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Il est très probable que ce soit devant un tribunal pour adultes. De plus, devant un tribunal pour mineurs, la règle du procès rapide complique beaucoup les choses. Si tu es mineur, tu dois être jugé dans les 30 jours si tu demandes un procès rapide. En tant qu'adulte, tu as bien plus de temps, au moins 70 jours. Et donc, il y a tellement d'avantages pour les procureurs si c'est un tribunal pour adultes, ce qui sera le cas. Et pour toi, en tant qu'ancien procureur, et je sais encore une fois que cela se passe dans le système fédéral, parce que c'était sur un bateau de croisière. Mais à quoi ressemblent les conversations entre le procureur et l'enquêteur, où ils viennent probablement te voir et disent Hé, on a assez pour inculper cette personne. Que te faudrait-il d'autre? À quoi ressemblent ces conversations, cet aller-retour dans ces moments avant qu'une arrestation ne soit effectuée? C'est ce qui se passe en coulisses et que le public ignore en grande partie. Parfois, on le voit à la télé avec des disputes où les flics disent « Bon, on en a assez. Nous allons arrêter, mais le procureur demande d'attendre plus d'éléments. » Et les flics disent « J'ai assez pour une cause probable. » Et le procureur répond « Non, non, non. Nous avons besoin de plus pour prouver une affaire au-delà de tout doute raisonnable. Donc, dans le système de l'État, nous envoyons une lettre aux flics disant « Je sais que vous nous avez envoyé cette affaire, mais nous la rejetons tant que vous ne nous donnerez pas plus d'informations. Donnez-moi plus de vidéos, un témoin, de l'acide désoxyribonucléique, quelque chose d'autre. » Les flics peuvent désormais arrêter quelqu'un de leur propre initiative en cas de cause probable. Ils peuvent simplement les arrêter au lieu d'attendre les procureurs. Mais cela va nuire à la relation entre les deux parce que ça complique énormément la vie des procureurs quand ils ont une affaire. Maintenant, le délai pour un procès rapide a commencé à courir et vous devez mener l'enquête. Si cela réduit votre temps de préparation, vous préférez que l'enquête soit finie avant de préparer le procès. Et donc, c'est ce va-et-vient qui se produit tout le temps en coulisses. Et quand il s'agit de la famille d'Anna Kepner, et chaque famille est différente, vous savez, et s'il y a, vous savez, un divorce, les familles recomposées peuvent devenir très compliquées. Mais dans ce cas, il semble qu'il y ait beaucoup de personnes et beaucoup de récits différents sur la nature de la relation entre Anna Kepner et ce demi-frère de 16 ans. Les grands-parents disent qu'ils étaient comme les deux doigts de la main. Ensuite, vous avez l'ex-petite amie d'Anna Kepner qui dit qu'en réalité, elle avait peur de lui. Il y a cette audience de garde qui se poursuit entre la belle-mère d'Anna Kepner et son ex-mari concernant le garçon de 16 ans. Comment tout cela influence-t-il une enquête visant à déterminer si elle est victime d'un homicide comme cela est rapporté? J'ai vu les commentaires des grands-parents sur les deux poids dans une cosse. Nous sommes une famille recomposée, mais pas différente d'une vraie famille, et tout le monde s'aime. Et tout est, vous savez, rose et pêche et tout ça. Mais en réalité, la vie s'en mêle. Je veux dire, en réalité, il semble qu'il y ait eu des problèmes ici.
L'ex-petit ami a dit que ce demi-frère se comportait de façon inappropriée avec Anna et qu'il sautait ou grimpait sur elle. Lors d'un appel vidéo, une réelle tension régnait entre eux. Pourtant, ils ont pu rester dans la même chambre sur ce bateau de croisière, puis cela est arrivé. Il va donc y avoir beaucoup de questions pour savoir si la belle-mère ici a fait quelque chose pour permettre ces activités et si elle a franchi la ligne d'une conduite criminelle. A-t-elle gêné la justice? Est-elle devenue complice après coup? Et donc, je pense que l'une des raisons pour lesquelles cette enquête avance lentement, c'est qu'ils n'enquêtent pas seulement sur le jeune homme ici, mais aussi sur sa mère et son implication. Et elle semble de savoir c'est pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait lors de l'audience en droit de la famille. Elle a invoqué le 5e amendement comme elle l'avait annoncé. Elle était donc aussi surveillée. Cette dynamique familiale est essentielle car les jurés veulent en connaître la raison. Même si le mobile n'est pas un élément dans une affaire de meurtre, les jurés veulent savoir pourquoi tu l'as fait. Pourquoi un adolescent de 16 ans a-t-il tué sa demi-sœur? Et cela va être important à développer. Je sais que son avocat a affirmé à l'audience familiale qu'elle avait été innocentée dans l'enquête, mais nous ignorons si c'est vrai. Nous verrons ce qu'il en est concernant le FBI, en ce qui concerne la belle-mère. Mais je pense aussi que s'il y avait ces inquiétudes, il semble que des personnes extérieures à la dynamique familiale en avaient au sujet de la relation entre Anna et son demi-frère, où l'ex-petite amie pensait clairement qu'il se passait quelque chose d'inquiétant dans cette relation. Et pourtant, elle partage la même cabine que ce garçon de 16 ans. Est-ce qu'il y a une possibilité que cela devienne quelque chose pour lequel quelqu'un pourrait être inculpé s'il y a des preuves qu'ils avaient une relation préoccupante? Oui, ça me rappelle l'affaire Madeleine Soto, celle d'Orlando. D'autres, je sais que tu avais suivi aussi, où la mère a permis à son petit ami louche de dormir dans le même lit que sa fille mineure. Ici, si la mère savait qu'il y avait des problèmes entre les deux et qu'il y avait eu une tentative d'agression sexuelle et qu'elle les a quand même laissés rester dans la même chambre ensemble et les a obligés à rester dans la même chambre, est-ce que cette mère pourrait être poursuivie? Oui, c'est pour ça, même si l'avocat dit qu'il n'y a rien, il y a bien quelque chose. Je ne pense pas que la police va exclure quelqu'un aussi rapidement, surtout alors que les preuves continuent d'arriver. Alors, est-ce que la mère sera un jour inculpée? Je ne sais pas. La mère dans l'affaire Madeleine Soto n'a jamais été inculpée, mais je pense que ça vaut la peine d'y jeter un œil. Et je suis sûr que les flics le font. Et enfin, je pense à cette interview que les grands-parents ont donnée à American Broadcasting Company News. Travaillant dans les médias, j'apprécie les interviews exclusives. C'est, vous savez, une partie de notre travail de trouver des informations et d'aider à raconter l'histoire. Mais je pense au FBI et à quel point ils sont restés discrets. Et puis il y a ce moment où, eh bien, les grands-parents viennent de parler à American Broadcasting Company et ils disent que le beau-fils leur a dit qu'il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé dans la chambre. Et je pense aussi que, potentiellement pour la défense, si ça va dans cette direction, c'est maintenant dans les médias qu'il aurait apparemment dit à des membres de sa famille qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis moi j'imagine en tant que procureur, ancien procureur, et vous savez, pour quelqu'un qui est agent du FBI, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là quand vous regardez votre téléphone et que vous réalisez que les personnes qui ont peut-être été interrogées, qui ont peut-être transmis des informations parce que c'est une famille en deuil, finissent par aller dans les médias et donnent cette interview? Le FBI déteste ça parce qu'ils veulent que tout reste confidentiel. Ils ne parlent pas. Et quand cela se retrouve dans les médias, alors il y a des attentes et tout le monde se demande, d'accord, pourquoi n'arrêtez-vous personne? Encore plus de pression sur le FBI. En plus, cela alerte le suspect que les taux se resserrent. Et ensuite, il faut garder un œil sur le suspect, parce que maintenant, il y a des preuves rendues publiques qui montrent vraiment la culpabilité ici. Je veux dire, parlons de conscience de culpabilité. Je ne me rappelle pas ce qui s'est passé la nuit de sa mort. Que veux-tu dire? Tu ne t'en souviens pas? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose dont tu te souviendrais? Quand la personne, ta demi-sœur qui partage ta petite cabane, se retrouve morte et placée sous le lit, et tu dis, je ne me souviens de rien, c'est bizarre. Et le fait que les grands-parents en parlent, je suis sûr que le FBI est probablement retourné voir les avocats qui représentent la famille en disant que ce n'est pas une bonne idée de parler à la presse. Parce que le FBI a toutes ces informations et ils n'ont pas encore procédé à une arrestation dans cette affaire.
Mais ce jour va arriver, et plus les grands-parents et d'autres personnes parlent, moins cela aide la cause de l'accusé. Mais le FBI pense probablement aussi qu'il vaut mieux garder cela secret pour l'instant. Nous verrons ce qui se passera ensuite. C'est une affaire très triste, surtout avec la perte d'une jeune fille de 18 ans qui allait obtenir son diplôme du secondaire. L'ancien procureur de l'État du comté de Palm Beach, Dave Ehrenberg, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci Chris. C'était On the Case par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.